Il existe des visages qui imprègnent si profondément l'histoire de la culture populaire qu'ils finissent par incarner à eux seuls toute une époque, tout un idéal esthétique, devenant de véritables repères temporels pour des générations entières de spectateurs et d'admirateurs à travers le monde. Pourtant, derrière la perfection apparente de ces icônes gravées sur le papier glacé des magazines de mode et immortalisées par la lumière des projecteurs d'Hollywood, se cachent souvent des trajectoires humaines d'une complexité insoupçonnée, forgées dans le silence, la précarité et les épreuves d'une enfance particulièrement tumultueuse. Avant de devenir cette figure incontournable, du grand écran et des podiums internationaux, que le public admire encore aujourd'hui pour sa grâce intemporelle, son élégance naturelle et ses multiples passions audacieuses. Cette future star a traversé les premières décennies de son existence comme une jeune fille anonyme, naviguant à travers les difficultés économiques et familiales de l'Amérique du milieu du XXe siècle. Rien, absolument rien, dans ses origines modestes et parfois douloureuses au cœur du sud profond des États-Unis, ne laissait présager qu'elle s'élèverait un jour au rang des personnalités les plus magnétiques, les plus influentes et les plus célébrées de sa génération. C'est cette fascinante métamorphose, ce passage progressif de l'obscurité d'une jeunesse, marquée par le manque à l'éclat absolu d'une célébrité planétaire, que nous vous invitons à explorer aujourd'hui. Une histoire captivante, où la résilience personnelle se mêle de façon unique à la redéfinition complète et radicale des critères de la beauté et du charme contemporain. Tout commence en plein tumulte de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en l'an 1943, dans la ville historique et feutrée de Charleston, située en Caroline du Sud, où la petite Mary-Laurence Hutton voit le jour sous des auspices déjà marqués par l'absence et l'incertitude du lendemain. Sa mère, Minnie, et son père, Lawrence Hutton, tentent alors de construire un foyer malgré l'ombre grandissante du conflit mondial qui fait rage de l'autre côté de l'océan Atlantique et qui appelle les hommes au front. Son père, un homme d'esprit et de lettres ayant grandi à Oxford dans le Mississippi, juste à côté de la demeure du célèbre écrivain et futur prix Nobel de littérature William Faulkner, s'est engagé dans l'Army Air Corps et se trouve stationné en Angleterre au moment précis où sa fille pousse son premier cri. Bien qu'éloigné par des milliers de kilomètres de l'océan et par les obligations militaires, ce père journaliste, qui exercera plus tard la fonction d'éditeur agricole pour une publication spécialisée, prend le temps de rédiger une longue lettre poignante à l'attention de sa fille nouveau-née le jour même de sa naissance. Dans cette missive unique, qui deviendra plus tard le trésor le plus précieux et le plus douloureux de la future star, il lui transmet l'histoire de ses ancêtres, lui confie sa vision des valeurs essentielles de l'existence, dresse une liste des livres fondamentaux qu'elle devra lire pour nourrir son esprit et détaille, avec une infinie tendresse, les espoirs immenses qu'il nourrit pour son avenir dans un monde qu'il espère pacifier. Malheureusement, les promesses de ce texte fondateur ne se concrétiseront jamais dans la réalité du quotidien, car le retour de la guerre brise l'harmonie fragile du couple parental, qui officialise son divorce dès l'année 1945. Alors que l'enfant n'est âgé que de 2 ans à peine, sa mère décide alors d'entreprendre un long voyage vers le sud, s'installant en Floride dans l'espoir de trouver une vie meilleure, avant de se remarier quelques années plus tard, en 1949, laissant la fillette grandir dans une pauvreté relative. Élevée principalement par cette mère courageuse, mais souvent dépassée par les réalités matérielles d'une existence de veuve et de femme isolée. Quant à son père, il refait sa vie dans le Tennessee, se remarie et poursuit sa carrière journalistique sans jamais avoir l'occasion de revoir sa fille unique, qui ne conservera de lui aucun souvenir concret, si ce n'est les récits fragmentés de son entourage et ses précieuses correspondances de guerre. Le destin frappe de manière définitive et cruelle en 1956, lorsque Lawrence Hutton succombe précocement à une crise cardiaque foudroyante, à l'âge précoce de 37 ans seulement, brisant à jamais l'espoir secret de la jeune fille de croiser un jour le regard de cet homme auquel elle ressemble pourtant de façon frappante et dont elle porte fièrement le prénom. Si cette absence douloureuse constitue la blessure la plus profonde et la plus secrète de son existence.
Elle agit également comme un moteur invisible qui pousse la jeune fille à chercher sa propre voie et à cultiver une curiosité intellectuelle hors du commun. Une quête d'excellence et d'indépendance que nous analyserons en détail dans la suite de notre document. Et pour ne rien manquer de cette incroyable fresque biographique, nous vous invitons, dès à présent, à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. À la fin des années 50 et au tout début des années 60, la jeune fille entame ses études secondaires à la Chamberlain High School de Tampa, une ville de Floride en pleine expansion, où elle commence à révéler une personnalité aux multiples facettes, bien loin des stéréotypes superficiels, souvent associés aux reines de beauté de cette époque conservatrice. Les archives scolaires et les photographies de l'album de promotion des années 1959, 1960 et 1961 témoignent de manière saisissante de l'émergence d'une silhouette d'1,70 m et d'un visage d'une pureté classique. Mais ce qui frappe avant tout les observateurs de l'époque, c'est l'engagement de l'adolescente dans des activités purement intellectuelles. Fascinée par le pouvoir des mots et de l'argumentation, elle intègre avec enthousiasme l'équipe de la National Forensics League, un club prestigieux de débat et d'éloquence où elle apprend à structurer sa pensée, à capter l'attention d'un auditoire et à défendre des idées complexes avec une assurance remarquable pour son jeune âge. Parallèlement, marchant inconsciemment sur les traces de ce père journaliste qu'elle n'a jamais connu, elle rejoint l'équipe de rédaction du magazine littéraire du lycée, y consacrant de longues heures à l'écriture, à la sélection des textes et à la mise en page, démontrant ainsi une curiosité d'esprit et une rigueur intellectuelle qui allaient devenir les véritables marques de fabrique de l'ensemble de sa future carrière professionnelle. Les clichés de cette époque lycéenne nous révèlent une jeune femme profondément ancrée dans son environnement, curieuse du monde qui l'entoure, comme le montre cette photographie mémorable où on la découvre attentive et concentrée aux côtés d'autres élèves, observant avec fascination le travail méticuleux d'un ouvrier qualifié en train de rouler des cigares dans une manufacture locale de Tampa. Cette soif de découverte et cette capacité à s'intéresser à des réalités sociales diverses contrastent magnifiquement avec son apparition lors des festivités traditionnelles de la semaine du Homecoming en 1961, où sa beauté naturelle lui vaut d'être choisie parmi les demoiselles d'honneur de la promotion, préfigurant ainsi son avenir sous les projecteurs. Pourtant, malgré ce succès naissant et l'obtention de son diplôme de fin d'études la même année, l'horizon de la Floride semble trop étroit pour ses ambitions grandissantes et son besoin viscéral de liberté, ce qui la pousse à s'inscrire brièvement à l'Université de Floride du Sud avant de prendre une décision radicale qui allait bouleverser le cours de son existence. Cédant à l'appel de l'inconnu et à l'influence magnétique d'un homme de radio de 19 ans son aîné, elle décide de tout plaquer pour s'installer à New York, la métropole de tous les possibles, où elle commence à travailler comme serveuse au mythique Playboy Club, arborant le célèbre costume de lapine pour subvenir à ses besoins. Ce premier pas dans le monde de la nuit et du divertissement new-yorkais marque le début d'une période d'errance et d'apprentissage cosmopolite qui l'emmènera ensuite à travers l'Europe et sous le soleil des Bahamas. Avant un retour temporaire aux études en Louisiane, une transition nécessaire avant que le destin ne la place face aux plus grands défis de sa vie professionnelle. Un simple détail physique, situé entre ses deux dents de devant, qui allait d'abord lui fermer toutes les portes du mannequinat avant de devenir le symbole absolu de sa gloire. L'arrivée dans la bouillonnante métropole de New York au cours des années 60 marque le véritable point de bascule de cette existence. Une période de transition intense, où les rêves de grandeur se heurtent violemment à la réalité impitoyable d'une industrie de la mode alors régie par des critères d'une rigidité absolue. Après avoir obtenu son diplôme universitaire au Newcomb College, une institution affiliée à la prestigieuse université Tulane de Nouvelle-Orléans en 1964, la jeune femme décide de jeter toutes ses forces dans la conquête des agences de mannequins de la côte Est, espérant que son mètre 70 et sa silhouette gracile suffiront à séduire les directeurs de casting les plus influents de l'époque. Cependant, la réalité du marché se révèle d'une cruauté insoupçonnée et le milieu de la haute couture lui oppose immédiatement une fin de non-recevoir catégorique,
non pas à cause d'un manque d'élégance ou de photogénie, mais en raison d'un infime détail anatomique que les professionnels considèrent alors comme un défaut rédhibitoire et totalement inacceptable pour les standards de beauté de l'époque. Ce prétendu handicap esthétique n'est autre que l'espace naturel situé entre ces deux incisives centrales, un écartement prononcé communément appelé les dents du bonheur, que les agents lui ordonnent instamment de dissimuler par tous les moyens possibles, s'il lui reste l'espoir fou de décrocher un jour un contrat publicitaire d'envergure. Face à cette pression constante et à la nécessité absolue de subvenir à ses besoins matériels, dans une ville où le coût de la vie est exorbitant, la jeune candidate au mannequinat se voit contrainte d'accepter des compromis douloureux et d'élaborer des stratagèmes de fortune pour masquer cette particularité physique qui semble lui barrer définitivement la route du succès. Elle commence alors à utiliser une cire malléable spéciale pour combler artificiellement le vide entre ses dents avant chaque séance de pose. Une solution artisanale qui transforme radicalement son sourire sur les clichés de la mi-décennie, où elle apparaît avec une denture parfaitement alignée et uniforme. Mais ce subterfuge se révèle rapidement être un calvaire au quotidien, une source d'angoisse permanente et d'incidents techniques particulièrement embarrassants sur les plateaux de photographie. Car cette cire cosmétique s'avère d'une instabilité chronique, se déplaçant au moindre changement de température ou sous l'effet de la salive. La jeune femme vit dans la peur constante que ce bloc de cire artificielle ne se détache brusquement au milieu d'une conversation ou qu'il ne soit expulsé de sa bouche de manière intempestive lors d'un éclat de rire spontané. Quand elle n'a pas le malheur de l'avaler par inadvertance en plein milieu d'une séance de travail prolongée sous la chaleur étouffante des projecteurs des studios new-yorkais, réalisant l'absurdité et l'inconfort de cette situation qui bride sa spontanéité et altère sa véritable nature. Elle prend un jour la décision audacieuse et profondément libératrice d'abandonner définitivement ses artifices dissimulateurs pour assumer pleinement son anatomie. Un choix d'une audace inouïe pour l'époque qui va provoquer une véritable onde de choc dans l'univers de la mode et initier une révolution esthétique sans précédent. Ce sourire imparfait, mais d'une fraîcheur irrésistible, que l'industrie voulait à tout prix corriger, devient presque instantanément sa signature visuelle exclusive. Un atout de séduction massif qui captive le regard des plus grands photographes de la planète et ouvre grand la voie à une toute nouvelle génération de mannequins aux traits plus humains, authentiques et chaleureux. Cette consécration dans l'univers de la mode culmine de façon spectaculaire en l'année 1973, lorsqu'elle paraphe un contrat historique et absolument sans précédent avec la célèbre maison de cosmétiques Revlon, une entente financière d'un montant annuel astronomique de 250 000 $, qui pulvérise tous les records de l'époque et redéfinit le statut économique des mannequins professionnels. Jamais auparavant une femme n'avait obtenu une telle rémunération pour associer son image à une marque de beauté, transformant ainsi le mannequinat d'une simple activité de figuration en une véritable industrie de plusieurs millions de dollars où les visages deviennent de puissantes marques mondiales. Forte de cette notoriété grandissante et de cette sécurité financière nouvellement acquise, la star décide d'exploiter son immense capital de sympathie et son charisme naturel pour conquérir un autre univers artistique dont elle rêve secrètement depuis sa plus tendre enfance, celui du 7e art et de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Ses premiers pas sur les écrans de télévision se font pourtant de manière insolite dès 1963, lorsqu'elle apparaît comme une fausse candidate anonyme dans l'émission populaire de divertissement To Tell the Truth. Mais c'est véritablement en 1968 qu'elle fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma de fiction, en décrochant le premier rôle féminin majeur dans le long-métrage dramatique Paper Lion, où elle donne la réplique au talentueux et montant comédien Alan Alda. Coup d'essai est une révélation pour les critiques et les studios de production, qui découvrent une actrice d'une justesse remarquable, capable d'imposer sa présence magnétique face aux monstres sacrés de l'écran, ce qui lui permet d'enchaîner à un rythme effréné les projets d'envergure tout au long des années 70, en accumulant une liste impressionnante de partenaires masculins prestigieux. En 1970, elle s'illustre magistralement aux côtés de l'icône hollywoodienne Robert Redford
dans le film dramatique Little Fosse and Big Ulcie, avant d'exporter son talent sur la scène européenne en 1971, pour donner la réplique à la superstar absolue du cinéma italien, l'immense Marcello Mastroianni, dans l'œuvre mémorable intitulée My Name is Rocco Papaleo. Sa réputation d'actrice de premier plan se consolide définitivement en 1974 lorsqu'elle partage l'affiche avec le ténébreux et intense James Caan dans le thriller psychologique Sombre de Gambler. Une performance saluée par la critique internationale qui confirme sa capacité à naviguer entre les genres cinématographiques avec une aisance déconcertante. 2 ans plus tard, en 1976, c'est au tour du très populaire et charismatique Burt Reynolds de succomber à son charme dévastateur sur le plateau de tournage du film d'action trépidant Gator, un immense succès populaire qui installe durablement la comédienne au sommet du box-office nord-américain et en fait l'une des figures les plus rentables et les plus courtisées de l'industrie cinématographique de cette décennie bénie. Mais sa trajectoire artistique ne se limite pas à des productions purement commerciales. Car la comédienne met un point d'honneur à collaborer régulièrement avec des cinéastes d'auteurs acclamés par la critique pour leur vision novatrice et leur audace stylistique, à l'image du réalisateur Alan Rudolph, qui la dirige avec brio en 1976 dans la fresque chorale Welcome to Ella, un projet exigeant qui met en lumière toute l'étendue de sa palette dramatique. Elle réitère cette expérience stimulante en 1978 en rejoignant la distribution prestigieuse du grand maître du cinéma indépendant américain Robert Altman pour son projet audacieux et satirique intitulé A Wedding. Une comédie dramatique complexe où elle brille par sa capacité à s'intégrer au sein d'un collectif d'acteurs chevronnés sans jamais perdre une once de sa singularité magnétique. Cette accumulation d'expériences prestigieuses et ce statut d'icône culturelle absolue prépare idéalement le terrain pour ce qui restera comme le chef-d'œuvre incontestable de sa carrière d'actrice. Le sommet artistique, qui va définitivement l'inscrire au panthéon du cinéma mondial, à l'aube d'une nouvelle décennie pleine de promesses et de mutations esthétiques profondes. Nous sommes en 1980, lorsque le brillant scénariste et réalisateur Paul Schrader lui confie le premier rôle féminin de son thriller érotique, néo-noir, resté légendaire, American Gigolo, une œuvre d'une modernité plastique absolue qui va redéfinir les codes visuels et musicaux du cinéma des années 80. Dans ce film devenu instantanément culte, elle incarne avec une élégance hitchcockienne et une vulnérabilité bouleversante le personnage complexe de la femme d'un homme politique influent, qui s'abandonne à une liaison passionnée et interdite avec un escort boy de luxe magistralement interprété par un jeune acteur alors en pleine ascension, le séduisant Richard Gere. Le long-métrage rencontre un succès phénoménal auprès de la critique spécialisée comme du grand public, propulsant instantanément son partenaire masculin au rang de sex-symbole international et de vedette incontournable de Hollywood, tandis que la performance subtile de l'actrice confère au film une profondeur dramatique indispensable, qui en fait un monument incontournable de l'histoire du cinéma. Un sommet de tension psychologique et de glamour sophistiqué, dont nous explorerons les répercussions intimes et les prolongements inattendus dans le dernier volet de notre enquête. Après l'immense triomphe planétaire d'American Gigolo, au tout début des années 80, la carrière de Lauren Hutton entre dans une phase de maturité où les exigences de l'industrie hollywoodienne commencent lentement à se transformer, ouvrant la voie à une redéfinition profonde de ses priorités personnelles et artistiques. Bien qu'elle continue d'apparaître de manière très régulière sur les écrans de cinéma et de télévision, tout au long des décennies 80 et 90, les rôles principaux de premier plan dans les superproductions se font plus rares, cédant la place à des personnages secondaires plus complexes, des apparitions prestigieuses en tant qu'invités d'honneur dans des séries télévisées à succès, et des projets plus intimistes. Loin de vivre cette transition comme un déclin ou une mise à l'écart, cette femme d'esprit et de caractère y voit au contraire une opportunité extraordinaire de s'affranchir des contraintes étouffantes du star system pour embrasser pleinement ses multiples passions extérieures, des activités physiques et intellectuelles qu'elle cultivait en secret depuis de nombreuses années déjà. Refusant de s'enfermer dans la cage dorée de la célébrité superficielle,
elle décide de mordre à pleines dents dans l'existence, se révélant au monde sous les traits d'une aventurière intrépide, d'une sportive accomplie et d'une militante écologiste de la première heure, prouvant ainsi que la curiosité intellectuelle démontrée durant sa lointaine jeunesse à Tampa n'était pas un feu de paille, mais le véritable fil conducteur de toute sa vie. Parmi ses passions dévorantes, qui vont occuper une place centrale dans sa séco, N2 partie de carrière, la conduite des motocyclettes de grosse cylindrée s'impose comme l'une des plus spectaculaires et des plus révélatrices de son besoin viscéral de liberté et d'adrénaline. Loin d'être une simple posture publicitaire, sa pratique de la moto devient un véritable mode de vie qui l'amène à côtoyer d'autres figures rebelles et passionnées du monde du divertissement, formant avec eux une communauté soudée de motards passionnés d'asphalte et de grands espaces sauvages. Cette passion insolite pour une icône de la mode culmine de façon mémorable au cours du mois d'octobre de l'an 2000, lorsqu'elle s'associe à un groupe de comédiens légendaires, comprenant l'acteur et réalisateur du film culte Easy Rider, Dennis Hopper, mais aussi les talentueux Jeremy Irons et Lawrence Fishburne, pour entreprendre un long périple routier à travers le désert américain. Le but de cette expédition hautement médiatisée est de rejoindre le célèbre musée Hermitage Guggenheim de Las Vegas, dans l'État du Nevada, afin de participer en grande pompe à la cérémonie d'inauguration officielle de l'exposition prestigieuse intitulée Art of the Motorcycle. Malheureusement, ce voyage qui devait être une célébration joyeuse de la culture mécanique tourne subitement au drame absolu lorsque l'actrice, alors âgée de 56 ans, est victime d'un accident de la route d'une violence inouïe à proximité de la frontière séparant l'Arizona du Nevada, non loin du célèbre barrage Hoover Dam roulant à une vitesse estimée à plus de 160 km/h. La star perd subitement le contrôle de sa machine lors d'un virage, effectuant une embardée terrible qui la projette lourdement au sol avant de la faire glisser sur une distance considérable à travers les graviers et les rochers du désert. Le choc est d'une telle puissance qu'il aurait pu s'avérer fatal pour n'importe quel individu. Mais par un véritable miracle médical et grâce à une constitution physique exceptionnellement robuste, la miraculée survit à l'impact malgré un bilan de blessures absolument effroyable et terrifiant. Les médecins constatent en effet de multiples fractures complexes au niveau des membres inférieurs, une fracture sévère du sternum, plusieurs côtes complètement brisées, une fracture ouverte du bras, ainsi qu'un poumon perforé par le choc initial, nécessitant de longs mois d'hospitalisation d'urgence, et une rééducation physique extrêmement douloureuse. Face à cette épreuve terrible qui aurait pu briser définitivement le moral de n'importe qui, Lauren Hutton fait preuve d'une résilience mentale hors du commun, retravaillant patiemment chaque muscle et chaque articulation pour retrouver l'intégralité de sa mobilité, refusant catégoriquement de se laisser diminuer par les séquelles physiques de ce terrible accident de parcours. Cette force de caractère impressionnante suscite l'admiration unanime de ses pairs et du public, confirmant qu'elle possède l'étoffe d'une véritable survivante, capable de triompher des pièges les plus sombres du destin avec la même grâce que celle qui l'animait sur les podiums, parallèlement à ses exploits sur le bitume. La star s'affirme également comme une plongeuse sous-marine émérite et hautement respectée au sein de la communauté scientifique maritime. Une discipline qu'elle a commencé à pratiquer assidûment dès le milieu des années 60, alors qu'elle découvrait les eaux turquoises des Bahamas. Au fil des décennies, ces milliers d'heures passées sous la surface de l'eau se transforment en un engagement écologique profond en faveur de la préservation de la biodiversité marine, avec une attention toute particulière portée à la protection des requins, des créatures souvent mal aimées et menacées d'extinction, qu'elle défend avec une ferveur infatigable à travers le monde. Cet engagement environnemental concret et son expertise technique remarquable lui valent une consécration officielle en 2007 lorsqu'elle est solennellement intronisée au sein du prestigieux Women Divers Hall of Fame, une distinction internationale qui salue autant ses compétences de plongeuse d'élite que ses efforts constants pour sensibiliser l'opinion publique à la fragilité des écosystèmes océaniques. Cette reconnaissance officielle démontre, s'il en était encore besoin, que la trajectoire de cette femme extraordinaire dépasse de très loin le cadre exclusif des pages des magazines de mode
ou des salles de cinéma obscures, s'inscrivant dans une démarche globale de respect de la nature et d'accomplissement de soi, à travers la confrontation constructive avec les éléments naturels les plus sauvages. Aujourd'hui, alors qu'elle a franchi le cap des 82 ans avec une superbe insolente et une énergie qui continue de défier les effets du temps, celle qui fut l'égérie absolue des années 70 refuse obstinément d'entendre parler de retraite ou de repos, poursuivant ses multiples activités professionnelles avec une passion et une fraîcheur d'esprit totalement intactes. L'industrie de la mode contemporaine, reconnaissant l'impact révolutionnaire de son sourire asymétrique sur l'évolution des critères de beauté mondiaux, continue d'ailleurs de solliciter régulièrement son image pour des campagnes publicitaires de haute couture majeure, faisant d'elle le symbole absolu du vieillissement harmonieux, fier et sans artifice. Mais c'est du côté du grand écran que l'actualité la plus brûlante de la star se concentre en ce milieu des années 2026, puisqu'elle s'apprête à faire un retour fracassant et très attendu au cinéma, après une absence prolongée de 8 longues années, loin des plateaux de tournage hollywoodiens. Elle a en effet accepté de rejoindre la distribution prestigieuse du tout nouveau projet cinématographique du réalisateur oscarisé Ron Howard, un drame de guerre historique intense et ambitieux intitulé Alone at Dawn, dont le tournage principal vient tout juste de s'achever avec succès en ce début d'année 2026. Dans cette production cinématographique d'envergure, Lauren Hutton partage l'affiche avec des figures majeures du cinéma contemporain à l'instar d'Adam Driver, de la talentueuse Anne Hathaway et de la comédienne Betty Gilpin. Un casting intergénérationnel de haut vol qui suscite déjà une immense attente de la part des cinéphiles et des observateurs de l'industrie cinématographique. Bien que les détails exacts de son rôle soient encore gardés jalousement secrets par la production, et qu'une incertitude plane toujours quant à savoir si le long-métrage sortira sur les écrans à la fin de cette année 2026 ou au cours de l'année 2027. Ce retour aux sources artistiques sonne comme une consécration absolue pour l'ancienne petite fille pauvre de Charleston. En jetant un regard rétrospectif sur ce parcours de vie hors du commun, on ne peut qu'être saisi par la cohérence totale d'une existence passée à briser les barrières, à transformer les prétendus défauts physiques en signatures esthétiques universelles et à surmonter les traumatismes de l'enfance par une soif insatiable de découverte et d'aventure humaine. De la détresse matérielle du Sud profond aux projecteurs d'American Gigolo, des pistes désertiques de l'Arizona aux profondeurs mystérieuses des océans de la planète. Mary Laurence Hutton aura gravé son nom de manière indélébile dans l'histoire culturelle de notre époque, s'imposant non pas simplement comme un visage parfait